Fanny Larivière et moi-même, nous souhaiterions remercier Silvano Santini d'avoir organisé ce colloque qui nous permet de réfléchir à l'histoire et à l'avenir des avant-gardes. Le titre de notre communication est « Stratégie polygraphique et livre d'artistes en deçà et au-delà des limites historiques de l'avant-garde surréaliste ». Avant les travaux de Kos, Kunz, Lyra Berg, Susan Rubin Suleiman, Whitney Chadwick et René Rizubert, on n'imaginait guère l'apport des femmes auteurs artistes à la mise en œuvre de l'esthétique surréaliste. Avant ce que Colville et Conley appellent dans La femme sans tête la part du féminin, l'imaginaire bretonien avait accueilli, comme il dit, à son château, non loin de Paris, quelques femmes ravissantes. Suivant le chef de file, Man Ray avait immortalisé 2 de ces femmes ravissantes sur les photographies officielles du groupe. Simone Breton et Mick Soupeau posent au milieu d'illustres surréalistes, au-dessus desquels flotte une poupée gonflable. On se souvient que pour la Révolution surréaliste de 1929, Magritte avait réalisé ce célèbre photomontage sur lequel le jeu déclare ne pas voir la femme cachée dans la forêt et que Belle-Mère s'était appliquée à construire, à défaire puis à remonter la série de la poupée, cette mineure articulée. En même temps, entre les années 1920 et 1930, plusieurs créatrices telles que Gisèle Prassinos, Valentine Penrose, Claude Quin, Lee Miller ou Valentine Hugo s'associèrent au groupe surréaliste ou travaillèrent dans ses environs, bien installées dans une double marginalité, pour reprendre ce terme de Rubin Suleiman. 2 autres générations d'auteurs artistes, telle serait à notre sens la désignation adéquate pour circonscrire les pratiques résolument intermédiales qui caractérisent la démarche de Belen Nelly Kaplan, Léonore Fini, Bona de Mandiargue, Kay Sage et Unica Thurn, entre autres, endossèrent les valeurs poétiques et esthétiques du mouvement surréaliste bien au-delà de son apogée. Se situant elle-même souvent dans un entre-deux artistique, médiatique et générique, elles réécrivent et redessinent les topoi de la dernière des avant-gardes dites historiques, soit le rêve et le merveilleux, l'enfance et le jeu, le hasard objectif et la folie, Eros et Thanatos, l'énigmatique et la beauté convulsive. Autrement dit, les variables féminins et générationnelles introduisent dans l'historiographie du mouvement surréaliste un autre rapport au temps et à l'espace. Une fois la filiation au centre par affinité élective accomplie, en tant que femme-enfant, femme muse ou collaboratrice des poètes, peintres et photographes reconnus, les auteurs artistes témoignent d'un parti pris de désautomatisation de leurs pratiques iconotextuelles, regagnent souvent la périphérie, enquêtent à travers l'écriture et la représentation visuelle non seulement sur l'histoire du mouvement, mais aussi sur leur histoire de sujets, écrivants, créants. Elles imaginent des œuvres, pour la plupart protéiformes, à leur image, et préparent ainsi le terrain pour l'avenir de l'histoire du surréalisme, pour reprendre le titre du colloque. Donc ça nous amène à aborder notre premier point, qui est l'usage créatif des arts et des médias, stratégie polygraphique à l'œuvre. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que je dois parler plus fort ou ça va si je suis comme ça? Oh! Merci. Donc, si, dans la perspective de la place et des rôles à jouer par les auteurs artistes au sein d'une avant-garde qui se voulait révolutionnaire à plus d'un égard, la tension entre centre et périphérie s'apparente au mouvement du balancier, le temps chronologique se voit constamment reconfiguré, voire bouleversé. Gisèle Prassinos, élue icône de la femme-enfant, ne déclare-t-elle pas en 1958, dans son récit autobiographique éponyme, que « le temps n'est rien », qu'il peut se réduire à un battement de paupières, que l'avenir l'intéresse uniquement comme futur présent au service du passé? Et Georges Sebag, dans le point sublime consacré au point de convergence entre Breton, Rimbaud et Nelly Kaplan, ne s'intéresse-t-il pas justement à cette nouvelle acception du temps à travers les durées automatiques, abolissant les limites entre passé, présent et avenir, grâce au pouvoir hallucinatoire, à la voyance, ou, comme le formulerait Marianne Caz, à la capacité de looking through la surface telle qu'elle se présente à nous? Ce qui signifie que le temps surréaliste est une donnée relative, qu'il est extensible, qu'il peut être raccourci ou allongé, mais surtout que ce temps, réel ou fictif, est sujet à l'interprétation selon le regard que nous posons sur le rapport entre passé et présent, mais surtout sur l'avenir de l'histoire de l'avant-garde, pour reprendre le sous-titre du colloque.
Si, en faisant un autre pas à la fois en arrière et en avant, le surréalisme est un mouvement à géométrie variable, sans cesse en cours de métamorphose, il y a lieu de s'interroger sur ces postures souvent autoréflexives adoptées par de nombreux auteurs-artistes ayant gravité autour du surréalisme depuis ses débuts, au milieu des années 1920, jusqu'à la fin des années 1970, en passant par ses années de gloire entre 1930 et 1950. D'entrée de jeu, affirmons que l'avant-garde surréaliste au féminin souscrit à l'idée de rupture et de Umbruch, telle que théorisée par Peter Bürger, en ce qui concerne le rapport au passé culturel, à la tradition scripturaire et picturale. En revanche, les auteurs artistes, en réponse à la question bretonienne du « qui suis-je », transformé rapidement en un « qui je hante », investissent de plein pied l'écriture de soi, conçue comme une exploration de son moi profond et inconnu, à l'encontre du roman réaliste, et qui emprunte la voie d'une praxis intermédiale. Cette enquête sur soi, qui conjugue 3 temporalités, remémoration d'un passé individuel, familial ou collectif qui empiète sur le présent, réflexion sur le temps même de l'écriture et prospection d'un lendemain plus ou moins incertain. Donc cette enquête sur soi qui conjugue 3 temporalités amène les créatrices à élaborer une démarche singulière. Dans leurs œuvres, elles font preuve le plus souvent d'un usage créatif et intermédial des formes textuelles et iconiques. Mettant en mots et images le postulat d'une esthétique transfrontalière, elles relient de nouveau l'art à la vie. Ce faisant, elles s'affranchissent des frontières artistiques et médiatiques, faisant la part belle à l'expérimentation générique. Mentionnons très rapidement, dans un ordre plus ou moins chronologique, cet investissement d'office d'au moins 2 arts et de leurs médias respectifs, surtout de la part de la deuxième et de la troisième génération de ces femmes dites surréalistes. Claude Quin pratique l'écriture poétique, journalistique et autobiographique, la photographie et le théâtre. Nelly Kaplan, initiée au cinéma d'avant-garde par Abel Gans, se fait auteure sous le nom de Belen. Valentine Penrose se fait reconnaître comme poète et romancière, puis intègre le collage à la Max Ernst dans ses recueils de poésie. Gisèle Prassinos, que vous voyez donc ici, fascine les surréalistes par son penchant naturel pour l'écriture automatique, mais se passionne plus tard pour le dessin et la tapisserie. Leonora Carrington, Frida Kahlo, Bona de Mondiargue, Léonore Fini et Kay Sage assoient leur réputation sur la peinture avant d'explorer l'écriture. Et finalement, Unica Thurn, qui mène en parallèle l'écriture, la peinture et le dessin. C'est l'exemple d'Unica Thurn qui nous permettra d'illustrer la fortune de certaines stratégies textuelles et visuelles développées dans les années 1950 et 60. L'ex-journaliste berlinoise décide de suivre Hans Bellmer à Paris pour y côtoyer tantôt de près, tantôt de loin, le cercle surréaliste. Unica Thurn, par son emploi créatif de divers médias au sein des mêmes espaces matériels, redynamise la surface intermédiaire en la faisant activement participer à l'écriture de soi. Le jeu semble en effet se démultiplier par des jeux anagrammatiques sur les divers signes mobilisés, qu'ils soient alphabétiques, picturaux ou musicaux. L'autoreprésentation s'inscrit alors au sein d'une œuvre protéiforme et inusitée qui renouvelle l'esthétique quelque peu essoufflée du mouvement surréaliste. La schizophrénie dont a souffert Thurn durant de nombreuses années ancre son œuvre dans une corporéité de l'expérience vécue, dont l'interprétation est fort signifiante tant dans ses écrits que dans ses dessins. Tel que le suggère Catherine Conley dans Automatic Woman, Unica Thurn, au cours de ses hallucinations les plus vives, a l'impression que son corps se métamorphose avec la même facilité que le sens des poèmes en anagramme qu'elle aime fabriquer. Le corps semble alors n'être qu'une juxtaposition de signes, au même titre que les lettres de l'alphabet qui participent, par leur caractère décomposable et recomposable, à la fabrication du sens. Le corps ainsi désarticulé, qui n'est pas sans rappeler le projet artistique d'Hans Bellmer avec les poupées et l'anatomie de l'image, est représenté de façon fragmentaire et décuplée.
Ce phénomène est visible dans les nombreux dessins de Zurn où la confusion des visages avec le visage unique, thème obsessionnel chez l'artiste, est traduite par une compulsion des traits révélant une certaine démultiplication identitaire à l'image de la maladie mentale. Oui, voilà. Le jeu semble ainsi s'inscrire de façon distorsionnée sur la feuille de papier, se reflétant sur sa surface comme dans un miroir déformant. Le « looking through the cause » évoqué précédemment s'applique donc tout à fait à l'œuvre zurnienne où les visions hallucinatoires remodèlent tout autant le sujet regardant, créant, que la surface où il se représente. En effet, tout comme chez bon nombre d'auteurs artistes surréalistes, Zurn semble faire subir au support matériel artistique le même traitement qu'au corps féminin. La feuille de papier est traversée de plusieurs médias, tout comme le corps l'est de multiples entités. Le partage de l'espace intermédial rappelle celui du corps hybride, mi-femme, mi-monstrueux. L'expérience vécue et traduite artistiquement s'ancre donc indéniablement dans le monde physique, tant dans la corporéité du sujet que dans la matérialité des supports dont il dispose et des techniques qu'il emploie. Chez Zurn, la feuille est malmenée, voire profanée, au même titre que l'est le corps de l'artiste, qui, comme Claude Cahun, évoque fréquemment dans son œuvre littéraire des épisodes d'automutilation. La feuille devient l'emblème et le fétiche par excellence pour occuper excessivement la surface de la feuille, moyennant le dessin, comme on pousse le corps à ses limites. Les pages sont, comme Zurn le formule dans Vacances à Maison-Blanche, remplies de tous les mots qui viennent à l'esprit. Elles sont également couvertes de chiffres fins et penchés, de gribouillages, de taches, de saletés. Elles sont cornées, remplies avec voracité. Cette attitude vis-à-vis de la feuille où plusieurs signes décomposables et recomposables se partagent l'espace est observable dans les dessins anagrammes de Zurn. Le processus de création, par la lettre et le trait, tend à revaloriser le support matériel utilisé par l'effacement des frontières entre les disciplines artistiques, qui appelle un regard distancié sur l'œuvre. Les dessins anagrammes posent par ailleurs la question du rapport au temps dans l'acte de création, tel qu'évoqué précédemment, puisque certaines anagrammes ont été composées longtemps avant d'être apposées aux dessins qu'elles accompagnent. À la lumière de cette chronologie discontinue, que doit-on déduire du dialogue entre les deux médias impliqués? L'un vient-il compléter, approfondir le sens de l'autre, ou alors y ajouter une couche sémantique supplémentaire? Dans ce même ordre d'idées, comment interpréter les dessins partitions de Zurn, à propos desquels il n'existe à ce jour aucune étude? On peut supposer que les partitions utilisées n'aient pas été choisies aléatoirement, que les morceaux musicaux aient pour objectif de faire résonner les objets représentés. Quoi qu'il en soit, il apparaît que les croisements entre l'œuvre littéraire et picturale de Nika Zurn forcent le lecteur-spectateur à réajuster son œil selon de nouveaux standards. Comme chez plusieurs artistes auteurs surréalistes, la question du regard est donc centrale chez Zurn. Les limites physiques et sensibles, tant celles des corps impliqués que celles des supports matériels utilisés, sont fortement poussées. L'exploration captivante et inusitée de l'espace intermédial, résultant en un effort oculaire et interprétatif du regardant et du regardé. Bien, donc voici très rapidement pour ce qui est d'Unika Zurn. Un deuxième exemple nous amène du côté du livre surréaliste et du livre d'artiste. Et c'est aussi la seconde raison pour laquelle le surréalisme a pu conserver son caractère avant-gardiste bien au-delà de ses limites historiques, au lieu de se métamorphoser peu à peu en sa propre arrière-garde, et la propension donc à la collaboration interartistique, notamment sous forme de livres-objets. Les illustrations de Max Ernst pour Crevel, Sarah Perret, de Magritte et Man Ray pour Éluard, de Masson pour Aragon, Bataille et Léris, ou de Miro pour Breton, font aujourd'hui partie des grands classiques du livre dit surréaliste. Moins connus, faut-il s'en étonner, sont les nombreux livres-objets issus d'une collaboration mixte ou d'une collaboration entre femmes poètes et peintres, écrivaines et photographes ou dessinatrices. Dans tous les cas de figure, ces nouvelles formes de collaboration sont régies par un principe de création permettant aux artistes de proposer une conception de l'œuvre d'art par-delà les frontières entre divers genres artistiques et leurs supports médiatiques. Le livre surréaliste, qu'on a aujourd'hui l'habitude d'appeler donc livre d'artiste, parfois au singulier, parfois au pluriel,
met à mort l'idée de l'œuvre comme l'aboutissement d'une démarche individuelle, bref, de l'idée romantique du génie créateur solitaire. Pour ce qui est de la collaboration entre deux femmes, auteurs et artistes, contentons-nous ici de citer à titre d'exemple Aveu non avenu, si ça avance, voilà, nous y voilà, Aveu non avenu de Claude Quin et Marcel Mort, Le cœur de pique de Lise de Harme et Claude Quin, et Le poids d'un oiseau, tu peux continuer si ça réagit. Voilà, Le poids d'un oiseau de Lise de Harme et Léonore Fini. Donc 3 exemples qui s'échelonnent dans le temps. Prenons à nouveau, afin de concrétiser l'idée de la création d'un espace livresque, ouvrant la voie au croisement des arts et aboutissant à un nouvel objet, un exemple précis. Fidèle à la règle d'or du hasard objectif, nous avons opté pour Le livre de Léonore Fini, publié en 1975, date à laquelle le surréalisme a quitté depuis belle lurette la scène littéraire et artistique. Cet opus magnum que j'ai transporté ici, donc vous allez pouvoir feuilleter si ça vous intéresse, donc opus magnum du moins par ses dimensions inhabituelles et son aspect matériel précieusement soigné, traduit de manière emblématique le décalage historico-esthétique dont est empreinte une partie de la production du surréalisme au féminin. Donc, ouvrage hybride, composé de 19 parties. Ce livre-objet se situe à la croisée de l'album photo, du catalogue de peinture et de l'autobiographie en images, le tout augmenté de fragments textuels, de légendes donc, dont la longueur varie d'une partie à l'autre. Le texte est destiné à commenter l'œuvre plastique et photographique de Fini. Les portraits de l'artiste alternent avec ses tableaux, ses croquis et des photographies de ses emblèmes esthétiques. Les différentes sections prennent un motif spécifique explicité communément par les mots et les images. Ainsi, le texte reprend par l'écriture et développe, approfondit par la fiction ou la glose, les sujets plastiques ou les caractéristiques de l'esthétique proposée par les tableaux. Le féminin, dans toutes ses incarnations possibles et imaginables, traverse les pages d'un bout à l'autre. Le sujet qui se livre ici est muse et objet de tous les travestissements. Le motif féminin fonctionne donc comme un symbole et est développé à travers des métaphores qui interrogent sa nature, son identité certes, mais qui posent surtout l'art comme une mise en scène de soi et des travestissements propices à accueillir le questionnement de soi, propices à accueillir et à projeter l'inconscient sur la page. Le livre de Léonore Fini affiche son héritage surréaliste par le biais de son hybridité générique, mais aussi du fait qu'il résulte d'une collaboration avec José Alvarez, dont la collaboration et la contribution n'est toutefois jamais clarifiée, et aussi parce qu'il envisage l'inconscient comme préalable à la création. Je cite « Je peins des tableaux qui n'existent pas et que je voudrais voir. C'est un peu la raison de ce livre », note la narratrice. L'inscription dans une tradition avant-gardiste en même temps qu'il y a préfiguration de nouvelles facettes du livre d'artistes contemporains prend toute son ampleur dans la forme du livre repensé. Aussi, dans la préface, l'auteur compare-t-elle son entreprise à un scrapbook où elle a écrit un commentaire là où elle en avait envie et ajouté quelques citations et des fragments de contes qu'elle a écrits parfois. Fin de citation. Le lecteur comprend que ce livre-objet est un lieu d'expérimentation, un espace où cohabitent, dialoguent, où s'agressent le textuel et le visuel, où chaque médium lance un défi à l'autre. Mais non seulement Fini et Alvarez ont-ils repensé la forme matérielle et la valeur sacrale du livre,
ils engendrent également, à travers les méandres de lecture qu'impose l'œuvre, entre le corps du livre et son important index, un lecteur davantage curieux de découverte, un lecteur alerte en matière de texte-image. Et c'est précisément cette nouvelle posture d'un regardant lisant, fortement encouragée depuis le livre illustré du XIXe siècle, puis réadaptée aux diverses mises en forme iconotextuelles du livre proprement surréaliste, que les livres d'artistes d'aujourd'hui, par exemple de Robert Filliou. Il faudra peut-être réajuster la vitesse de l'ordinateur. Donc Robert Filliou, de Christian Boltanski, d'Annette Messager, d'Hervé Guibert et ses nombreux collaborateurs, ou aussi de Sophie Calle. Donc c'est précisément ce livre d'artiste qu'implique le lecteur dans le processus de signification, pourvu que ce nouveau lecteur, qui doit devenir spectateur, veuille se prêter au jeu. D'autres exemples auraient pu nous démontrer de manière similaire la fécondité de l'esthétique avant-gardiste pour les différentes générations d'auteurs-artistes surréalistes. D'un point de vue historique, les valeurs surréalistes parviennent en effet à maintenir leur nouveauté au-delà de la Seconde Guerre mondiale, en grande partie grâce à la transmission, d'une génération à l'autre, de la mémoire des idées et des pratiques avant-gardistes. Pour conclure, affirmons que le surréalisme a constitué un terreau fertile, un environnement stimulant pour ces femmes muses, modèles, maîtresses, qui, dans le couple symbiotique qu'elles formaient avec les poètes et artistes, trouvaient en leur alter ego une porte d'entrée au mouvement. Inspirées à leur tour, elles ont pu accéder aux expositions de groupe, aux réseaux de publications, aux nombreux échanges et aux collaborations interartistiques. Pénétrer dans le château des amis, afin de reprendre l'expression bretonienne, faire acte de présence, s'associer aux créateurs du cercle surréaliste pour finalement quitter ce cercle et se positionner dans les marges du mouvement. Telles sont les étapes successives du double mouvement d'affiliation et de désaffiliation poursuivi par les femmes auteurs et artistes. Toutefois, c'est grâce à la désaffiliation, synonyme de plus de distance et d'autonomie, que des créatrices telles que Mandiargue, Fini ou Zurne sont parvenues à bâtir leur œuvre sur la base de diverses stratégies intermédiales, faisant preuve d'une excentricité parfois bouleversante. Alors, petit mot de conclusion et qui jette une passerelle vers la prochaine communication, puisqu'une excentricité peut en cacher une autre. Donc, une autre excentricité, celle du groupe surréaliste bruxellois, réuni dès 1947 autour de l'inventeur des logogrammes, Christian d'Autremont, permettra aux données surréalistes de s'inscrire dans des, comme dirait Henri Béard, des perspectives culturelles plurielles, d'être détournées, renversées et réinterprétées par-delà les limites historiques du surréalisme français. Merci. Alors, c'est le moment d'intervenir de la part du public. Vous avez des questions ou des observations? Oui, Raluca. Merci pour la conférence et merci surtout pour le pont. D'abord, je voudrais vous poser une question, parce que la question me préoccupe aussi. Est-ce que cette longévité, disons, du surréalisme au féminin serait due à la... Voilà, je vais prononcer le mot, à la marginalisation, peut-être, des femmes au sein du groupe, à cette excentricité, vous avez prononcé le mot, excentricité féminine. Est-ce que serait-ce la cause peut-être fondamentale de cette longévité? Voilà une raison, j'y vais, Fanny, ça? Oui, tu peux toujours ajouter. Donc, une raison très simple qui est vraiment de l'ordre générationnel. Donc, quand les femmes rejoignent le groupe surréaliste, elles sont beaucoup plus jeunes que les chefs de file, donc ça leur permet de survivre plus longtemps, ce qui est pas désagréable. Et puis, ça a une raison donc biologique toute simple.
Puis, pour répondre plus précisément à ta question à propos de l'excentricité, je ne sais pas trop si le fait d'être un petit peu plus loin du centre permet de rester jeune à l'esprit, mais il me semble que c'est plus une question de volonté d'expérimenter un petit peu autre chose et de ne pas se cantonner très rapidement dans une pratique. Et c'est un petit peu vraiment le propos général de notre communication d'aujourd'hui, c'est de démontrer que la plupart ou même la grande majorité de ces auteurs et artistes donc investissent tout de suite plusieurs médias et pratiquent plusieurs arts. Donc rares sont celles qui ne font que de la poésie, rares sont celles qui ne font que de la photographie. Il y a visiblement toujours la recherche d'un autre médium, donc ça nécessite des années d'apprentissage si on veut pas uniquement donner uniquement dans l'amateurisme, mais c'est avant tout, je pense, une question d'âge, de génération et d'internationalisation du surréalisme aussi, hein, parce qu'il faudrait pas oublier, mais vous l'avez entendu dans la prononciation, donc plusieurs de ces auteurs et artistes viennent de l'extérieur, hein, d'Argentine, d'Italie, de Grande-Bretagne, etc. Donc le surréalisme se nourrit d'autres cultures, hein, ce qui m'a amené donc à cette mot de conclusion de perspective culturelle plurielle. Il me semble que c'est là un grand apport justement de la part du féminin à ce mouvement surréaliste. Et puis l'autre apport, c'est ce que tu vas nous expliquer, c'est le surréalisme bruxellois, donc justement, qui permet aussi de faire revivre ces idées, ces valeurs surréalistes. Silvano Santini. Je me demandais, vous avez cité les sources de ces premiers chercheurs qui ont redécouvert le surréalisme au féminin. Donc je me demandais comment c'était lié finalement avec toute cette production de la théorie un peu contemporaine sur la question de l'autoproduction, du récit de soi, etc. Je me demandais si c'était lié, cette redécouverte ou cette découverte donc des femmes surréalistes avec toute cette production de la théorie contemporaine qui s'intéresse beaucoup à l'autoproduction, etc. Mm-hmm. Tu veux répondre, Fanny? Non. D'accord. Donc il y a 3 phases, me semble-t-il, dans cette redécouverte, on va dire, de ces auteurs artistes surréalistes. Dans un premier temps, donc ce que j'ai mentionné comme Marianne Koz, Rudolf Künzli, Egwen Raberg, Susan Rubin Suleiman, etc. Donc là, on se situe dans les années 1980 et on est dans la génération des études féministes, hein, donc nord-américaines, très nord-américaines, alors qu'en Europe, on parle pas du tout de ces créatrices dites surréalistes, comme on s'intéresse pas encore aux femmes dada, etc. Dans un deuxième temps, puis là je vais prendre l'exemple de Claude Quin parce que c'est l'exemple le plus parlant, vraiment le plus emblématique de toutes ces créatrices-là. Claude Quin a été littéralement redécouvert dans le cadre des gender studies, du côté des historiennes de l'art. Hein, donc les littéraires ne prenaient pas connaissance vraiment des textes, qui n'étaient pas disponibles d'ailleurs non plus. Hein, donc il fallait aller à la Bibliothèque nationale de France pour les lire sur microfiche. Donc Claude Quin avait été donc vraiment porté au nu par les gender studies comme quelqu'un qui avait préfiguré déjà dans les années 1930 donc la mascarade, le travestissement, le jeu entre le masculin, le féminin. Puis c'est vrai, c'est là dans les autoportraits justement. Donc troisième phase, beaucoup de femmes, dit-on, ne peuvent parler que d'elles-mêmes, alors que c'est devenu une pratique tout à fait générale et généralisée. Donc l'autoreprésentation va trouver donc des retombées dans les récits de soi, qu'ils soient textuels ou visuels, et c'est là où j'ai inséré donc personnellement aussi dans le cadre d'une recherche sur les pratiques autographiques justement, donc toutes ces 3 générations de créatrices surréalistes. Et c'est ce qu'on voit très souvent aussi dans les livres d'artistes, donc ces exemples que j'ai cités chez Robert Filiou, chez Boltanski, Annette Messager et puis Sophie Calle, évidemment on n'a pas besoin de revenir là-dessus. L'autoreprésentation prime, mais c'est pas la seule tangente, c'est pas la seule pratique, c'en est une parmi d'autres. Mais l'image de soi semble préoccuper les artistes et les écrivains contemporains. J'aurais une question.
Oui, alors une question rapidement. Tout à l'heure, Henri Béard évoquait le fait qu'on pouvait faire l'histoire de manière relativement exhaustive des dadaïstes et surréalistes, Zara et Breton, dans la mesure où ils avaient soigneusement conservé leurs archives. La question se pose pour ce qui est des femmes là, que vous avez évoquées. Ont-elles, dans la mesure où peut-être elles-mêmes ne valorisaient pas tout à fait de la même façon leur production, ont-elles constitué des archives? A-t-on accès à quelque chose d'exhaustif de ce point de vue, avec comme conséquence aussi des questions sur des choses très matérielles, comme par exemple la valeur de marché des objets produits. On sait bien qu'on peut voir dans les musées, les galeries, etc., partout dans le monde, des œuvres surréalistes, des œuvres dadaïstes, etc. Les œuvres de femmes sont beaucoup plus rares. Alors, existe-t-il un marché? Existe-t-il des galeries? Existe-t-il des conservateurs, conservatrices de musées faisant un effort particulier aujourd'hui pour restituer cette archive et faire en sorte que il y a des gens comme vous qui étudient ces questions et les matériaux nécessaires pour écrire cet aspect, ce chapitre-là de l'histoire des avant-gardes? Dans le cas d'une caserne, plus précisément, il y a vraiment une certaine difficulté à ce niveau-là. Je vais parler beaucoup de la matérialité du médium en tant que tel. Puis chez Urne, c'est particulièrement problématique. Là, heureusement, il y a des publications de catalogues, tout ça, qui nous permettent d'avoir un certain accès à des documents auxquels on n'avait pas accès avant. Mais c'est qu'il y a même une partie de sa production qu'elle-même, dans des élans de folie, a détruit, donc auxquels on n'aura jamais accès, malheureusement, des nouvelles qu'elle a écrites, tout ça, que c'est perdu à tout jamais. Pour les autres auteurs artistes, je ne suis pas tellement au courant, mais... Alors, je vais prendre le relais. Il existe actuellement, donc, en fait, pas de conscience, probablement, de vouloir léguer à la postérité leur création. Très peu, beaucoup moins que chez les grands surréalistes, on va dire. C'est comme si c'était davantage un passe-temps et moins une vocation réelle, comme chez les hommes, visiblement. Les textes et les documents sont peu disponibles. La plupart des œuvres sont épuisées, très peu souvent rééditées. Donc, nous disposons actuellement de 3 œuvres complètes, on va dire. Donc, il s'agit pour les textes littéraires. Donc, les œuvres de Claude Quin ont été rééditées en 2002 par François Leperlier, sont épuisées à nouveau parce que la maison, en fait, pas épuisées, mais la maison d'édition a fait faillite, donc les œuvres ne sont plus disponibles. Unicaturne a connu une véritable édition critique, une très très belle édition. Et Valentine Penrose existe aussi sous forme d'une sorte d'anthologie qui reprend pas entièrement toutes les œuvres, mais quand même une bonne partie de ces œuvres-là. Les autres sont à consulter, sont à dépoussiérer encore aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France ou à la librairie de Jacques Doucet, qui héberge quand même aussi certains documents rares, où j'en ai encore trouvé il y a un an des petites correspondances entre Nelly Kaplan et Breton, etc. Donc il y a tout un travail d'édition encore à effectuer à ce niveau-là. Donc de premières étapes de l'historiographie sont reconstituées. Oui, absolument. Bertrand? Oui, alors, Bertrand Gervain, en fait, juste une remarque à caractère méthodologique. Je pense qu'on en a parlé un peu ce matin. Et la mention des gender studies comme étant ce point de départ permettant de revaloriser un corpus qui, jusqu'à ce moment-là, avait d'une certaine façon échappé à la plupart des théoriciens et des critiques, c'est le fait qu'en travaillant sur le livre d'artiste, en travaillant à faire des œuvres qui sont moitié iconiques, moitié textuelles, évidemment, on se situe à mi-chemin entre l'histoire de l'art ou les études de l'art et les études littéraires. Et on voit très bien comment il y a une très grande difficulté à maîtriser cet objet-là qui demande en fait des ressources critiques multiples. Alors, tantôt, on parlait de la nécessité qu'il y ait une perspective internationale pour comprendre un peu la façon dont ces formes-là ont pu se développer, mais aussi multidisciplinaire, non pas au sens où on aurait un carré grémacien qui nous permettrait de tout mettre en boîte, les formations discursives et textuelles et iconiques en place, mais bel et bien une perspective qui permette de capter cet objet-là. Et la question que je me posais dans un premier temps, c'était sur le livre d'artiste et le fait, comme votre titre portait la mention du livre d'artiste, de quelle façon est-ce que cette pratique-là aurait pu se développer entre ce que nous connaissons maintenant avec, justement, vous avez mentionné que ce soit Messager, Sofical, et ainsi de suite, et ce premier corpus
sortant en fait du surréalisme. Est-ce que c'est le même type de livre d'artiste, les mêmes relations qui se déploient, ou alors il y a vraiment une spécialisation en fait de la pratique dans l'un et l'autre cas? Alors, c'est pas tout à fait le même type de livre, évidemment. Donc ça, votre question le suggérait déjà un petit peu. La grande différence, mais ça s'applique pas à tous les livres d'artistes aujourd'hui, c'est que pour les surréalistes, il était vraiment essentiel de collaborer. Donc cette idée de collaboration entre poètes et peintres dans un premier temps, ensuite des photographes se sont ajoutés aussi à cette idée de collaboration interartistique, était la condition sine qua non. On ne produisait pas de livres dits surréalistes. Donc je mets toujours entre guillemets ce terme-là. Le livre d'artiste des années 70 ou de la fin des années 60 existe encore sous cet angle-là de la collaboration, mais plus on avance dans le temps, plus on voit que les artistes créent eux-mêmes, ils deviennent leurs propres collaborateurs. Donc on le voit très peu souvent, par exemple pour Sophie Calle, on parle très peu de ses collaborateurs, mais ils sont là. Et Sophie Calle les remercie d'ailleurs toujours. Vous connaissez très bien ce corpus-là. Donc Jean-Baptiste Mondino, il fait partie d'ailleurs de cette démarche de Sophie Calle, comme son ex-mari Greg Shepard faisait partie aussi de sa démarche. Si j'ai choisi le livre de Léonore Fini, c'est parce que justement il se situe dans cet entre-deux-là. Donc là je vais le soulever. Donc un livre volumineux ici. Le livre de Léonore Fini n'affiche pas le nom de la créatrice et le nom du collaborateur, on le découvre à l'intérieur du livre, contrairement aux autres exemples que j'ai projetés, par exemple. Donc c'est vraiment du cas par cas qu'il faut faire, et très souvent, d'ailleurs, la contribution du collaborateur n'est jamais très claire. Donc je pourrais mentionner un autre exemple, celui de Bonaventure Diargue, qui a écrit donc en 1977 Bonaventure avec un autre collaborateur, et on sait dans la préface qu'il a participé à cette entreprise-là, mais on ne saura jamais s'il a écrit des textes ou s'il a contribué à la sélection des images. Alors vous voyez, Boltanski, il crée lui-même ses propres livres d'artistes. Annette Messager, c'est la même chose. Robert Filliou a très souvent collaboré avec d'autres, puisqu'il faisait partie du mouvement Fluxus, tout comme il a créé tout seul aussi certains de ses livres, comme cette valise contenant un petit peu les archives de sa démarche artistique. Donc il avait créé tout seul ce coffre-fort de son passé qu'il allait léguer donc lui à la postérité. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un héritage, parfois ouvertement revendiqué, parfois passé plus ou moins sous silence. Merci. Alors on va pouvoir vous remercier et passer